Une nuit d'orage, un homme entre dans une grotte pour s'abriter de la pluie. À l'intérieur, deux inconnus autour d'un feu. Quelques minutes plus tard, il n'en reste aucun. Et lui, il continue sa route, parce qu'il en cherche 7 comme ça. Et la raison, il ne la donnera qu'à la toute fin. That killing. They ever catch up to them fellas that done it? 2 of them. Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak Cinema. Bienvenue aussi dans ce qui est sans doute le western le plus sec et le plus tendu que Hollywood ait produit dans les années 50. Aujourd'hui, on parle de Seven Men from Now, 7 hommes à abattre, et de celui qui l'a mis en scène, Budd Boetticher. On y va. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. La trajectoire de Boetticher n'a vraiment rien d'un parcours de cinéaste classique. Budd Boetticher naît en 1916 à Chicago. Et avant de toucher une caméra, il fait du football américain en professionnel, puis il part se former à la tauromachie au Mexique. Cette expérience de matador, elle va structurer toute sa vision du cinéma des années plus tard. L'idée d'un affrontement à deux où rien d'extérieur ne vient jamais interférer. Alors, il entre dans le métier comme conseiller technique sur Blood and Sand, Arène sanglante de Rouben Mamoulian, puis comme assistant sur Cover Girl, la reine de Broadway. Son premier film en tant que réalisateur, c'est en 1944, sous le nom d'Oscar Boetticher Jr. Des films qu'il détestera lui-même d'ailleurs. Il faudra attendre The Bullfighter and the Lady, La Dame et le Toréador, son grand retour à la tauromachie, pour qu'il commence vraiment à trouver sa voie. John Ford, lui, admirera tellement ce film qu'il en supervisera personnellement le montage. Mais c'est avec le western que Boetticher va devenir Boetticher. That leaves 5 still alive. Unless, of course, you catch up to him. And if I do? Then all that stands between me and $20,000 is you. Chez Boetticher, tout part du dépouillement. Ses héros affrontent un ennemi, un danger, et rien venu de l'extérieur ne vient influencer ce combat. Il n'y a pas de hasard providentiel ou de coup de chance scénaristique, juste deux adversaires qui essaient de deviner le jeu de l'autre. Et on revient à l'image du matador. Ces films, ce sont comme des parties de poker. L'enjeu apparent cache toujours quelque chose de plus profond, quelque chose de moral, de personnel. On bluffe, on aiguille l'autre sur une fausse piste, et la vengeance rôde presque toujours en toile de fond. On retrouve cette mécanique-là dans 7 hommes à battre, Seven Men from Now. They say there are 2 things can force a man to any limits. 2 things can drive him to the ends of the earth. Love and hate. He knew them both. Le film s'ouvre sur Ben Stride, joué par Randolph Scott, un ancien shérif qui traque 7 hommes, responsables, on l'apprendra plus tard, d'un drame qu'il porte seul, en silence. Sur sa route, un couple de pionniers, Annie Greer, jouée par Gail Russell, et son mari, John Greer, joué par Walter Reed. Et deux hors-la-loi qu'on n'arrive jamais vraiment à cerner, Bill Masters, campé par Lee Marvin, et Cleet, joué par Donald Barry. Le scénario est signé Burt Kennedy, et c'est d'ailleurs le début d'une collaboration qui donnera plus tard The Tall T, L'homme de l'Arizona, ou encore Ride Lonesome, La chevauchée de la vengeance, excellent western, ou encore Comanche Station, ou Prisonnière des Comanches. Tarantino a d'ailleurs cité ce film comme l'un des meilleurs scénarios jamais écrits pour un western. Burning brands lighting the trail of those he hunted. 7 men. 7 of the fastest guns in the West.
L'économie du film, elle se ressent scène après scène, il n'y a rien qui traîne. La tension monte jusqu'à cette scène devenue culte à l'intérieur d'un chariot pendant l'orage où Stride, Annie et Masters se retrouvent ensemble. Marvin, il balance un monologue éprouvant sur la femme défunte de Stride en laissant entendre, avec une insolence à peine voilée, qu'Annie est plus jolie qu'elle. Et Masters, justement, c'est peut-être la plus belle carte que Boetticher ait à jouer dans ce film. C'est Lee Marvin. À l'époque, Marvin n'est encore qu'un second rôle de western et de film noir. On l'avait vu la même année dans Ouragan sur le Cane d'Edward Mitrick, mais là, dans Cet homme à abattre, il compose déjà ce mélange de charme et de menace qui fera sa marque plus tard. Bill Masters, il n'est ni tout à fait un allié, ni un ennemi déclaré. Il tourne autour de Stride, on sent qu'il s'amuse à le pousser dans ses retranchements, et surtout, il ne cache jamais son attirance pour Annie Greer, sous le regard impuissant de son mari. C'est un personnage qu'on ne cerne jamais complètement, un hors-la-loi assez intelligent pour rester dangereux jusqu'à la dernière scène. En 1965, Marvin décrochera l'Oscar pour Cat Ballou. Et c'est bien ici, chez Boetticher, qu'on le voit poser les bases de ce qu'il développera ensuite. When you move, you look all over alive. And you speak soft, quiet. Kind of making a man wish you was talking to him. Nobody else. Drink your coffee, Masters. Face à Marvin, il y a Gail Russell. Et elle apporte quelque chose d'assez rare dans le western de cette époque. Une présence fragile et tremblante, mais elle n'est jamais réduite à un simple faire-valoir. Annie Greer est mariée à un homme qu'elle n'admire plus vraiment, et elle est tiraillée entre la loyauté et une attirance qu'elle ne s'autorise pas à nommer pour Stride. Le tournage sera marqué par la propre trajectoire douloureuse de l'actrice, dont la carrière va décliner peu à peu à cause de son alcoolisme, ce qui donne rétrospectivement une résonance particulière à sa tendresse silencieuse envers Stride, tendresse qu'on retrouvera un peu plus tard dans le film. I'll remember that. Et puis bien sûr, il y a Randolph Scott au centre de tout ça. Alors, chez lui, ce n'est pas l'action qui le caractérise ici, c'est le silence. Stride a déjà tout perdu avant même que le film commence. Sa femme, tuée pendant un braquage qu'il n'a pas su empêcher. Alors, Scott joue cette culpabilité de l'intérieur, quasi sans un mot. Il y a une scène qui résume à elle seule ce personnage. Au relais de poste, les Indiens Chiricahua apparaissent, menaçants, et tout le monde se crispe. Stride, lui, garde son sang-froid, il ordonne à tous de ne pas tirer, et il détache un cheval qu'il donne aux Indiens. Pas un coup de feu. Il avait compris avant tout le monde que ces hommes n'étaient pas vraiment dangereux, juste affamés, ce qui peut-être est pire. Boetticher affectionnait ce genre de héros, un homme dont le vrai combat résout par l'intelligence que d'autres auraient réglé à la carabine. Ce film marque le début de la collaboration entre les deux hommes, une association qui donnera 6 autres westerns, l'une des grandes rencontres acteurs-réalisateurs du genre. Il y a aussi une vraie signature visuelle chez Boetticher dans ce film, le rapport au paysage. L'ouest de Cet homme à abattre n'a rien de pittoresque. C'est un décor qui ne console jamais les personnages et qui les expose à ciel ouvert. Un paysage dépouillé de tout alibi historique ou social qui permet d'aller droit à l'essentiel, la loi, la justice et ce qu'un homme est prêt à faire pour l'une ou pour l'autre. Et c'était déjà l'analyse des critiques de l'époque à propos de l'œuvre de Boetticher.
Ce goût pour la roche nue, pour un décor minéral qui semble à lui seul porter le poids moral des personnages, fait forcément penser à Anthony Mann, un autre grand cinéaste de la vengeance et de la culpabilité, chez qui la montagne ou la sierra ne sont jamais un simple décor, mais l'expression physique du tourment intérieur du héros. On pense évidemment à Winchester 73 ou encore à L'Appât de Naked Spur, où le paysage avec ses avalanches de rochers et son torrent tumultueux devient presque un personnage à part entière. Boetticher partage avec Mann cette manière de sculpter le paysage comme un état d'âme. Et puis il y a la pluie. Le film s'ouvre sous une pluie battante. Stride, la nuit, qui cherche refuge dans une grotte où 2 des 7 hommes qu'il traque se sont abrités avant de les abattre. Chez la plupart des cinéastes du genre, l'Ouest se filme sous le soleil écrasant, la poussière sèche. Boetticher inverse la donne dès le générique. La pluie annule le confort visuel et installe tout de suite l'idée que ce voyage va être une épreuve. Cette pluie revient ensuite dans une seule et même séquence qui se joue pourtant en 2 temps. Alors d'abord à l'intérieur du chariot où Stride, Annie et Masters se retrouvent piégés ensemble par l'orage. L'exiguïté du refuge transforme un simple abri en un lieu de tension presque insoutenable avec le monologue de Masters sur la femme défunte de Stride. Puis, une fois dehors, Stride recadre Masters pour ses provocations et va s'installer sous le chariot d'Annie pour dormir. Elle, à l'intérieur, juste au-dessus de lui, séparée de lui par le simple plancher du chariot, veille sur lui avec une tendresse à peine voilée avant qu'ils n'éteignent chacun leur lampe. Cette disposition des corps, l'un au-dessus de l'autre, crée à elle seule une charge érotique que le film ne dira jamais autrement. Rien ne se dit vraiment dans cet échange, et pourtant, c'est là que tout se joue. Le paysage extérieur devient le miroir de ce qui ne peut pas être dit à l'intérieur. C'est la marque Boetticher, un espace qui ne décore jamais, qui participe au duel moral. Leave him alone. I don't know what you're talking Just about. do as I tell you. Maybe you better mind your own business. Unless, of course, Mrs. Greer in there is your business. Le film a longtemps été difficile d'accès. Les droits appartenaient à la maison de production de John Wayne, la Bad Jack, et pendant des décennies, Cet homme à abattre n'a quasiment pas circulé. Il aura fallu attendre une restauration présentée au Festival de New York, portée notamment par Bob Gitt, pour que le film ressorte enfin en salle, puis en DVD et retrouve la place qu'il mérite, celle du western le plus simple et le plus abouti de l'après-guerre, et le premier chapitre d'une collaboration exceptionnelle entre Bud Boetticher et Randolph Scott. Et si vous voulez le découvrir dans les meilleures conditions, il existe aujourd'hui une très belle édition française chez Sidonie Scalista dans leur collection Western de légende, parrainée par Patrick Brion et Bertrand Taverny. Un combo DVD Blu-ray et livre avec le film disponible pour la première fois en version française, images et sons restaurés. Le livre, écrit par Patrick Brion et Jean-François Giret. Beaucoup de textes, d'illustrations, de textes. Gail Russell et Randolph Scott. On a aussi des affiches du film. Les collaborateurs. Les interprètes. Gail Russell, Lee Marvin, Donald Barry. Beaucoup de textes à lire et aussi un numéro spécial de Cinestar qui nous présente le film sous forme de photoroman.
Et ainsi, cet homme reste à tuer. Et bien évidemment, le DVD et le Blu-ray. On va voir ce qu'ils mettent ici. Nous avons donc des bonus, présentation du film par Jean-François Giré et uniquement sur Blu-ray, présentation du film par Mathieu Macheret du Monde, et donc le livre de 96 pages écrit par Patrick Briand et Jean-François Giré, film illustré de Cinestar Aventure, et un documentaire sur Bud Boetticher, le maître du western. Donc, une édition en digibook très complète, il faut posséder absolument dans sa collection pour voir ou revoir ce chef-d'œuvre du western. Cet homme à abattre n'a pas besoin de hausser le ton pour vous tenir en respect pendant plus d'une heure. Un homme, une pluie, 7 noms et un secret qu'il garde jusqu'au bout. Alors, dites-moi pour vous, c'est ce film-là ou plutôt L'homme de l'Arizona ou La chevauchée de la vengeance qui représente le sommet de la collaboration Boetticher-Scott? Dites-le moi en commentaire, et si cette vidéo vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir ce western, likez, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour continuer peut-être d'explorer le cinéma de Bud Boetticher. Merci infiniment de m'avoir écouté. Salut!